Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Prigent. Passionné d'art oratoire, il a enseigné à Paris X, à l'école de guerre ou encore à Sciences Po. En parallèle, il forme des avocats, des CEO ou encore des patrons d'associations à la prise de parole. Il a été délégué général du Club des juristes, il a co-créé l'émission Le Grand Oral sur France 2 et est l'auteur du Petit Manuel de mauvaise foi et d'Avoir raison avec Schopenhauer. En bref, il sait de quoi il parle. Il évoque son parcours, la découverte de sa passion, mais surtout le processus d'apprentissage de l'art de bien s'exprimer. Pour être un bon orateur, il ne suffit pas de jouer un rôle, il faut incarner les mots que l'on dit, les faire vivre. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute! Eh bien écoute, bonjour Guillaume Prigent, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast de la méthode. Alors, t'es un profil que j'ai pas l'habitude de recevoir. Toi, t'es prof à Sciences Po, t'es prof à l'école de guerre et en plus de ça, t'es l'ancien délégué général du Club des juristes et t'es spécialisé en art oratoire. Tu m'as d'ailleurs fait le plaisir de m'offrir 2 bouquins que tu viens de me dédicacer, donc j'ai pas encore lu la dédicace, qui sont vraiment dédiés à l'art oratoire. Un que tu as écrit seul et un que tu as écrit avec Bertrand Perrier. Tu as aussi fait d'autres choses, notamment le Grand Oral, l'émission télévisée C'est toi. Et tu vas nous parler de beaucoup d'autres choses que tu as pu réaliser. Salut Guillaume Prigent. Enchanté Valentin et désolé de l'acte de corruption que constituent 2 mauvais livres déposés avant cet entretien. Ne t'en fais pas, c'est avec grand plaisir. J'ai toute une bibliothèque de livres qui m'ont été offerts par des gens qui sont passés ce podcast, donc tu en feras évidemment partie. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qui tu es ? Parce que d'habitude, c'est assez simple de décrire quelqu'un. Il est patron de cette boîte, il est directeur général de cette boîte, il est avocat associé dans tel ou tel cabinet. Toi, tu as un profil qui est quand même vachement différent parce qu'on s'est rencontrés à un dîner où on a vu des gens très très sympathiques à qui on passe le bonjour. Mais quand j'ai parlé avec toi, je me suis rendu compte en fait tu avais déjà eu 1000 vies à ton jeune âge, qui est plus important que le mien, mais qui reste quand même assez peu avancé dans la vie. Du coup, qui t'es ? Tu fais quoi ? Tu viens d'où ? Alors, 36 ans déjà, disons-le, comme ça on simplifie les choses. Si je devais garder un mot pour me définir, et c'est celui auquel je reviens le plus souvent, c'est littéraire. C'est celui qu'on accole quand on est en première et qu'on choisit sa sa section. C'est celui que je vais garder pour la prépa littéraire, que je considère être parmi les meilleures années de ma vie. Et ça reste au fond le point commun à peu près tout ce que je fais. Que j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur, j'ai dirigé un think tank qui était le Club des juristes, j'ai travaillé dans le privé comme communicant. Voilà, il y a 1000 choses qu'on peut faire, mais le point commun, c'était le rapport au fait d'être littéraire, c'est-à-dire d'avoir une passion pour les mots, une admiration pour ceux qui savent s'en servir, et que ce soit pour des raisons politiques, associatives, entrepreneuriales. Voilà. C'est ça qui fait à peu près le seul lien que je trouve, et d'ailleurs la seule chose que je n'ai jamais arrêté de faire depuis bientôt plus de 15 ans, c'est l'éloquence. C'est la seule chose que je n'ai jamais interrompue et que je ne me vois pas, et que je n'arrive d'ailleurs même pas à envisager d'abandonner. Comment on tombe là-dedans ? Alors, dans mon cas, il y a plusieurs raisons. Alors, sans faire la psychanalyse. D'abord, il y a une famille littéraire. Mon père était éditeur, il dirigeait les presses universitaires de France, donc j'étais gavé depuis petit de livres. Quand je voulais un sabre laser ou une bagnole plastique, j'avais des livres à la place. Mon grand-père aussi était littéraire, bref, famille très littéraire. Ensuite, il y a un léger bégaiement qui s'est apaisé, que j'ai appris à contrôler d'ailleurs en faisant de l'éloquence, et c'est un bégaiement assez faible, donc c'est pas très ennuyeux.
mais qui revient quand parfois je suis tendu ou fatigué, et qui m'énervait parce que j'avais 1000 pensées en tête et je me retrouvais incapable de les énoncer proprement à l'oral. Et enfin, il y a, et c'est ce qui a fait ma passion ensuite pour l'éloquence principalement, l'envie de se faire, d'être singulier, de penser différemment des autres, et donc de se mettre systématiquement à contre-courant de tout le monde en termes de discussion. Ce qui m'a alimenté ma passion pour le débat, thème du dernier livre avec Bertrand, pour la mauvaise foi, pour tout ce qui vient casser la discussion. Et c'est ça qui m'a fait tomber dedans, c'est de me dire, mais c'est très sympa d'analyser des textes, c'est très sympa de faire plein de choses, il n'y a rien de plus agréable que la confrontation intellectuelle avec quelqu'un, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, mais c'est intellectuellement, il n'y a rien de plus agréable pour moi, même dans la vie il y a peu de choses aussi agréables que le plaisir de s'améliorer et de comprendre des choses, et pour ça il faut qu'on cause et qu'on s'affronte un peu quand même. Et quand est-ce que tu as décidé d'en faire une vraie activité ? Involontairement, enfin sur le tas en fait. J'avais ça quand j'ai commencé, j'aimais ça beaucoup, je trouvais ça sympa après ma finale, mes concours à Sciences Po. Je suis descendu de scène en me disant c'est terminé, et quelqu'un dans la salle il me dit mais pourquoi vous enseignerez pas chez nous à Nanterre, c'est pas juste, il n'y a que les grandes écoles qui ont ça, moi j'en suis professeur à Nanterre et on regrette de ne pas avoir ça. Je me suis dit, bon, ça va me prendre quelques heures par semaine, banco, on y va. Et puis, de fil en aiguille, je suis resté jury dans des concours d'éloquence, je suis allé à Eloquentia. Et peu à peu, j'ai gardé ça en me disant, c'est un hobby. Et c'est mon patron dans mon premier cabinet de conseil en communication, qui s'appelait Weisselis, qui m'a dit, Guillaume, réfléchis bien, c'est un sillon que tu creuses en le voulant ou pas depuis quelques années. C'est révélateur que ça va te poursuivre. Et tant que j'étais communicant, je m'en fichais parce que je mettais mes compétences au service du cabinet. C'était qui ton patron ? Arnaud Dupuy-Casterès. Très bien. Et qui dirige encore d'ailleurs Weisselis. Et arrivé au ministère de l'Intérieur en 2016, je me rends compte qu'on vient me chercher pour des missions. Et au début, je fais ça gratuitement, parce que comme toute personne qui démarre, je me dis, j'ai pas de valeur, mais oui, me payez-moi en visibilité, mais tout ce qu'on veut. Et peu à peu, entre le premier livre qui est sorti en 2017, qui s'appelait Avoir raison, l'émission Grand Oral que je commence à créer à ce moment-là, j'ai heureusement d'ailleurs des clients qui insistent pour me payer. C'est eux qui forcent le trait. Et je me dis, mais en fait, ma première mission, c'est transparent, c'était pour un client. Il me dit, c'est pour une masterclass dans une boîte du CAC 40. Désolé monsieur, on n'a pas beaucoup de moyens, pour 1h30, on n'a que 2000 € à vous proposer. Et je me suis dit, c'est sidérant, 2000 € pour 1h30, pour raconter ce qui me passionne. Et j'ai dit, bah oui, puis c'est là que j'ai eu le déclic donc en fait, ça peut être rentable ce machin-là. Et en plus, ça me plaît, ce qui n'est pas courant de mêler plaisir et travail. Et du coup, comment tu vas chercher des clients sur ce secteur d'activité ? Alors, pour l'instant, comme ça va faire très prétentieux ce que je vais dire, je n'en ai jamais cherché aucun. Pour une bonne raison, qui est que j'ai toujours tenu à garder un emploi cadre à côté de mon activité de formation. Principalement parce que je ne me vois pas être formateur H24, pour l'instant, j'en ai pas du tout l'envie. Et deuxièmement parce que je trouve que c'est regrettable d'être formateur, surtout quand on est très jeune, ce qui est quand même le cas à 36 ans, en n'ayant pas d'activité à côté, parce que pour moi la question qui se pose quand je suis client, c'est mais qui êtes-vous pour avoir la légitimité de me dire que c'est comme ça qu'on fait dans une réunion, que c'est comme ça qu'on gère une AG, que c'est comme ça qu'on gère un affrontement avec des parties prenantes. Et le fait de pouvoir dire à mes clients, je suis par ailleurs directeur de cabinet adjoint d'une autorité de régulation du ministère de l'Intérieur, je suis par ailleurs délégué général d'un des plus grands think tank de droit français, ça me permettait, même pour moi, de me sentir autorisé et légitime à dire ce que je dis. Et vu que c'est un soft skill, la prise de parole, tout ce que ce mot veut dire de lait, de soft skill, il y a peu de contenu validé de certaines choses. On n'est pas sur une technique comptable ou juridique, donc la pratique et l'expérience pour moi sont fondamentales. Et donc j'ai voulu garder ça, ce qui fait que mes clients viennent en fait parce que soit on me recommande du bouche à oreille et ça me va très bien, soit je parle avec quelqu'un, je lui donne mon avis, il me dit est-ce que vous pourriez m'aider, et je m'en cache pas, je suis prof à Sciences Po, l'école de guerre, je donne des, enfin voilà, je dis oui, mais d'accord, et là je sors mon autre casquette qui est celle effectivement de formateur en prise de parole. Et c'est quoi la méthode que tu as développée ? Est-ce que tu as développé une méthode ? Est-ce qu'il y a une méthode justement à la prise de parole ? Oui, et c'est l'avantage, enfin déjà on l'a développé parce que quand l'éloquence, on a recommencé à en faire, nous, mes petits camarades, c'était en 2008 à Sciences Po, pour nous c'était un truc d'avocat. On n'avait pas de prof, on n'avait pas de cours, on n'avait rien, on était vraiment au début dans un petit club d'éloquence avec 3 pelés intendus dans une salle, une mansarde du 6e étage de Sciences Po, à se dire mais bon ok, on lit Quintilien, Aristote, mais concrètement on fait comment pour apprendre des trucs ? Donc on a fait sur le tas, et en commençant, déjà en devant l'enseigner à Nanterre, j'ai dû me forcer à écrire un cours.
Donc, la première version était très chiante, mais mes élèves m'ont aidé à l'améliorer. Et puis peu à peu, j'ai commencé à le formaliser quand j'étais consultant. Et que je voyais que les manières en com, et que je voyais que quand on formait nos clients, j'étais en désaccord quasi systématique avec les associés sur le fait de se tenir debout comme ci, comme ça, parce que je me disais, mais ces gens-là n'ont jamais parlé debout devant 2000 personnes avec 3 spots dans la gueule. Donc de dire, il faut regarder au fond de la salle pour voir les gens. Mais vous ne les voyez pas, vous avez 10 spots qui vous illuminent, vous voyez à peine le 3e rang, vous avez chaud, etc. Donc j'ai commencé à me dire comment moi j'aurais aimé qu'on me forme, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'évite comme accident de parcours. Et aujourd'hui, j'ai une méthodologie qui m'est bien propre, que je me suis embêté à écrire, et le fait d'écrire des livres aide beaucoup par ailleurs, le fait d'avoir créé le grand oral aide beaucoup, le fait d'avoir enseigné que ce soit à Saint-Denis ou à l'école de guerre avec des colonels de 40 ans qui ont 10 ans d'OPEX dans les pattes, ça aide, voilà, c'est un truc que je retravaille tout le temps, tous les ans. Et maintenant, j'ai ma méthodologie et la vraie chose que je me suis toujours astreinte à faire, c'est de me dire, certes en étant poli, mais sois frontal avec les clients. Si tu penses que c'est une bêtise, ne le laisse pas commencer à bosser un discours ou partir sur une idée si tu sais d'avance que c'est une erreur. Et ça, c'est un type qui s'appelait Gianmarco Monsellato, qui était le patron de Deloitte, que quand j'étais consultant, il avait entendu parler, et il disait « Je ne respecterai un prestataire lorsqu'il se constituera en vrai sparring partner, qu'il se mette à mon niveau en sparring, pas en valet, et je le traiterai comme un sparring. » Et s'il me parle en disant vous avez raison, c'est merveilleux, non mais je vois très bien où vous voulez en venir, mais voilà, on évite tout ce qui vient avant le mais. On dit juste je pense que c'est pas pertinent parce que. Et c'est respecter son interlocuteur que de dire tout de suite je suis pas d'accord. C'est pas brutal, mais et c'est le seul truc que je m'astreins à faire et qui, de tout ce que m'ont dit mes clients, est quelque chose qu'ils apprécient, de savoir que quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, voilà. Après on prend pas, mais au moins c'est sincère. Alors sans me donner les secrets de fabrique, la sauce secrète version Prigent, concrètement, comment ça fonctionne? Parce qu'on peut se dire, voilà, c'est quand même assez abstrait la prise de parole, ça doit être dépendant du cas d'usage, ça doit être dépendant des faits d'espèce, de la façon dont je vais pouvoir connaître un individu, du nombre de personnes que je vais avoir face à moi, du contexte dans lequel je vais pouvoir intervenir. Comment concrètement tu raisonnes, comment est-ce que tu arrives à structurer la prise de parole, la pensée de l'individu qui est face à toi et qui voudrait avoir recours à tes services? Alors, très simplement, il y a un effet d'échelle à voir. C'est-à-dire quand on est au bas de l'échelle ou quand on est cadre pour animer une réunion ou des choses assez simples de pitch, etc., en fait, qui est l'orateur ou l'oratrice compte assez peu. On est d'abord une fonction. Je suis là pour relayer la parole, moi, cadre intermédiaire de ma hiérarchie. Et plus on monte, plus on est non pas seulement sa fonction, mais la personne à côté, ce qui est le cas d'un CEO, ce qui est le cas d'un avocat, ce qui est le cas d'un patron, d'une patronne d'association, plus effectivement là on quitte le rôle, le monde du prêt-à-porter et des règles assez simples qui sont en fait héritées de la dissertation, quel est le problème, quel est l'enjeu, qu'est-ce que ça révèle, comment vous allez lutter contre, etc. Qui sont en fait des trucs assez mécaniques et qui pour le coup sont assez trouvables dans tous les bons bouquins d'éloquence. Bertrand en a fait un excellent, La parole est un sport de combat. Gilbert Collard aussi, c'est un peu ennuyeux à admettre, mais il a fait un très bon bouquin, il est introuvable mais il est très bon. Voilà, donc on quitte ce monde-là et là on rentre dans le personnel, ce qui moi me plaît le plus. Et là la méthode pour moi, que j'ai mis du temps à assumer, c'était de dire d'abord avant de vous me donner, parce que les patrons n'ont jamais le temps, c'est normal, ils vous disent j'ai 1h15 pour faire, ou 1h30 pour faire un discours de 8 minutes, parce que c'est les rencontres d'ex. Voilà, cas d'espèce, j'ai un patron d'une boîte côté, rencontre d'ex. Il m'a appelé hier, il me dit voilà, j'ai que 2 heures à vous consacrer. Je lui dis c'est pas possible, déjà. On gagne du temps, je ne peux pas vous faire une formation d'éloquence et plus écrire un discours si j'ai que 2 heures avec vous. J'ai besoin qu'on passe, voilà, on va prendre 1 heure à parler de vous. J'ai besoin de vous connaître, j'ai besoin de savoir ce que vous lisez, ce que vous aimez. Parce que si je suis votre plume, ce qui est autre chose que l'éloquence, mais qui vient en amont, je dois avoir votre style, je dois vous comprendre. Si je ne vous connais pas, je vais vous faire un discours infiniment plat sur la transition énergétique, la métamorphose du business, voilà, que tout le monde dit, mais c'est ultra ennuyeux. Donc il y a un temps pour se connaître. Et ensuite, il y a ce côté assez simple de dire, je vais pas, enfin, faut que vous me fassiez confiance d'office, et je vais vous rentrer dedans un peu. Je vais pas vous dire, vous avez raison, alors est-ce qu'on réfléchit ensemble? Je vais penser contre vous. Je vais être votre parfait opposant pendant tout le temps de la formation. Si vous me dites que vous pensez que votre boîte doit aller dans telle direction, je vais vous dire que c'est une mauvaise idée, je vais vous dire que ça n'a aucun sens, je vais vous dire que c'est copié sur un concurrent. Parce qu'il faut que je vous brutalise, entendons-nous bien, un peu, pour que vous forcez à dire ce que vous pensez au fond, avec quoi vous êtes super à l'aise à l'oral au fond quand vous êtes détendu, mais que vous ne savez pas si vous avez le droit de dire. Après vous le sortez, on voit si c'est valable ou pas, mais au moins c'est sorti. Et ce qui m'avait fait penser à ça, c'est une fois on était avec un client, j'avais allumé la caméra sans m'en rendre compte, et on prend un café avant la formation, et ensuite on fait le training, et il est pas bon.
Et quand je regarde le film, je me dis, mais en fait, vous m'aviez dit les mêmes choses quand on prenait un café. Seulement, vous n'aviez pas vu qu'il y avait une caméra. Et vous avez été super bon. Et donc, c'est le conseil que je donne très souvent. Parlez-moi comme à un ami. Je ne suis pas votre ami en discours. On ne se connaît pas. Mais parlez-moi comme à un ami. C'est-à-dire, parlez-moi franchement, parlez-moi simplement. Parlez-moi avec l'envie de me convaincre, pas de me dominer ou de faire le prof. Et si vous me parlez comme quelqu'un qui n'est pas offensif et qui veut me convaincre, je vais réagir comme ça. Si vous vous comportez, c'est comme avec un cheval, si vous vous comportez de manière tendue, stressée, brutale, je vais cabrer. Donc je vais croiser les bras, je vais dire ok, c'est monsieur le patron qui parle. Et j'ai une image, et je finis là-dessus, mais que j'aime beaucoup. Quand j'étais en ministère intérieur, les policiers disaient il y a 2 types de galons. Il y a les galons réels, ceux que tu as sur ton épaulette, il y a les galons d'estime. Et ceux-là, ils sont invisibles, mais c'est ce qui fait que la troupe te suit quand tu donnes un ordre compliqué. Et voilà, c'est ces galons d'estime. J'ai besoin de vous estimer, de vous connaître un petit peu, et de vous estimer au double sens du terme, pour pouvoir faire ce travail-là. Et comment tu sais si tu as gagné ou pas? Comment tu sais si le travail que tu as fourni est de qualité, si finalement tu l'as fait monter de 2 crans mais il aurait pu monter de 5? Comment tu arrives à évaluer le travail que tu as fourni a posteriori? C'est un objet difficile à évaluer, le résultat d'une formation et les centres de formation qui disent on va mettre une note sur 10, 3 sur la voix, comme les concours d'éloquence, 4 sur la forme. C'est complètement stupide, ça marche pas comme ça. On ne note pas un poème de Verlaine en disant il a 9 sur 10 sur la technique, mais 8 sur 10 sur l'artistique. L'évaluation que je fais en fait, de mon côté, c'est à quel point j'ai du mal à rester formateur quand je suis avec lui et je deviens spectateur. Si la personne arrive à me désamorcer mon côté formateur et que je me commence à croiser les bras et à baisser mes défenses et à me dire j'aime bien l'écouter, je me rends compte qu'en fait je suis plus formateur, j'arrive plus à faire mon métier. C'est quand quelqu'un m'empêche de faire mon métier face à lui ou me rend compliqué de faire mon métier ou de rester critique, je me dis merde, c'est bien joué. Enfin, c'est comme quand vous écoutez quelqu'un, que vous savez que vous êtes spécialiste, je sais pas, en sémiologie, donc votre métier c'est l'analyse de la langue, et vous vous dites ça fait 3 minutes que j'analyse pas parce que j'ai été pris. Et c'est ça qui me fait dire que généralement que je commence à être limité avec quelqu'un ou à quel point au contraire il en est loin. C'est à quel point il arrive à me faire voir quelque chose, et je ne vois pas les ficelles. Un peu comme quand on écoute un morceau de musique et on se dit pas il a fallu des centaines d'heures de répétition ou un morceau de théâtre et pour faire ce truc-là. Et c'est pareil pour des poèmes. Il y a des poèmes où on se dit moi j'adore Verlaine et cette phrase je fais parfois ce rêve étrange et pénétrant, etc. On se dit mais qu'est-ce que c'est simple, mais vous arrivez à cette simplicité-là, quel travail, et vous ne voyez pas les fils, et c'est merveilleux. Baudelaire, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Qu'est-ce que c'est simple, sois sage, ô ma douleur, c'est doux. Ah, c'est simple, oui, va faire simple. Et c'est ça en fait, quand ça ne se voit plus. C'est ça que je trouve merveilleux. C'est assez incroyable. Moi, ça me fait signe. Et comment on fait pour devenir bon finalement en prise de parole? Comment on fait pour devenir éloquent? Et comment on sait qu'on l'est ou qu'on l'est pas? Alors comment on sait qu'on l'est, c'est le résultat. Moi, c'est ce qui m'a servi de balancer. Alors, les compliments c'est une chose, mais c'est toujours assez douteux. Les gens qui viennent vous dire t'es génial, t'es merveilleux. Oui, après un concours d'éloquence, il y a un moment d'excitation, d'endorphine ou de dopamine, que sais-je, mais on s'en fiche. Ce qui fait que moi j'ai senti que j'étais bon, déjà c'est que j'avais, mon premier état c'est que j'avais de plus en plus confiance en moi. J'avais de moins en moins de gêne à aller à la confrontation. J'ai toujours été querelleur intellectuellement, mais j'osais pas forcément y aller en me disant si ma langue, mon esprit ne suit pas en temps réel, ça va m'ennuyer. Maintenant j'ai plus peur du tout. Je le disais aussi à mes élèves de Nanterre, mais surtout les élèves garçons, je l'ai senti aussi très personnellement sur un truc aussi bête que la séduction. J'étais beaucoup moins mal à l'aise à l'idée de parler à des filles en me disant je sais pas ce qui va se passer, mais là dans cet espace qu'est l'espace de la langue, si j'ose dire, je ne suis pas très inquiet. Et ça, je voyais là-dessus, je l'ai vu sur des clients qui me disaient merci beaucoup, et que je voyais vraiment passer en formation. Avant la formation, j'avais une vidéo YouTube, passage à un talk, que sais-je, et je me disais, elle m'ennuie. Et à la passage, quelques semaines après, je me disais, ok, c'est plus agréable. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est leurs proches, c'est leurs comex, c'est leur DIRCOM, etc. Donc c'est des gens dont je sais qu'ils ne sont pas flatteurs par nature. Mais c'est vrai que c'est difficile à évaluer. Après, comment on le devient moi, je ne sais pas si une méthode universelle, mais disons que si je crois qu'il en existe une, il faut lire beaucoup, infiniment. Il faut s'intéresser à tout, il faut être un infini curieux. Je crois que Aristote disait que la première qualité du philosophe, c'est pas l'intelligence, c'est la curiosité. Et c'est ça, il faut être curieux. Le moment où on se lasse, on s'éteint. Il faut avoir une vraie volonté de pratiquer l'introspection, de se regarder. Si on ne se connaît pas intimement, il n'y a aucun moyen d'être capable de comprendre autrui.
Et surtout, enfin, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de constamment se forcer à se mettre en une petite zone d'insécurité. La fameuse sortir de ta zone de confort. Je trouve la phrase assez con, mais c'est pas que c'est qu'une zone de confort, qui est le mec qui a fait le périmètre, mais c'est de se dire j'ai besoin d'aller, sachant la curiosité, il faut que j'apprenne un truc nouveau. Il faut maintenir mon cerveau curieux. Et il y a cette double temporalité d'être, si on fait caricatural, on peut être un immense angoissé avec des questions très profondes qui vous tiraillent sur toute une vie, et qui vous emmènent d'ailleurs en analyse, et c'est très bien, et au même moment, être dans le temps très court de la chose pratique à faire, de l'urgence matérielle à régler. Et de la même manière qu'on disait qu'un bon philosophe devait être et littéraire et mathématicien, comme Descartes, Leibniz, Pascal, etc., pour moi, quelqu'un qui est un bon orateur doit à la fois être très intensément collé à l'urgence du moment vécu, et en même temps capable d'un recul et d'une distance qui fait que c'est dans cet entre-deux-là pour moi se noue la vraie capacité à écrire des discours qui sont justes, surtout, parce que écrire des beaux discours avec des belles phrases et des beaux mots, ChatGPT, tout le monde peut le faire. M'en fiche, d'ailleurs, un ami a créé un ChatGPT qui répond comme moi, et objectivement c'est bluffant. Par contre, le mot juste, voilà, ce moment-là, se saisir ce moment-là, ça par contre, ça demande de vivre et de le regarder calmement. Est-ce que l'éloquence, ça va avec le charisme ? Infiniment. Enfin, on peut être... je connais pas, mais je réfléchis en même temps, parce que la première fois qu'on me pose la question, je réfléchis comme ça, mais je ne vois pas quelqu'un qui dans l'histoire soit charismatique sans être très bon orateur. Il y a sûrement 2-3 exceptions, parce qu'il en faut toujours, mais que ce soit un général, que ce soit même quelqu'un qui parlerait peu, qui serait très taiseux, jupitérien, comme on disait au début du premier mandat de Macron, même Jupiter, il lui arrive quand même de parler, et quand il parle, c'est mesuré, c'est dans les fables de La Fontaine, je sais, on peut regarder ailleurs, mais il y a toujours quand même ce sens que pour moi, c'est peut-être le meilleur outil du charisme, parce que c'est ce qui imprime, et en même temps c'est ce qui est immatériel. Ça imprime, mais c'est pas quelque chose qu'on peut aller reprendre. Et voilà, c'est très perturbant de se dire que quelqu'un vous a parlé une fois et a gravé en vous, sans que vous le vouliez, une phrase, plusieurs phrases, que vous n'oublierez jamais. Et vous ne pouvez pas les oublier. Vous pouvez dire je veux oublier ce qu'il m'a dit. Vous pouvez pas. Quelqu'un est venu chez vous, a gravé un tatouage, tout se nettoie. Ça non. On peut pas faire de grève de pensée. C'est fini. Et je trouve en soi que c'est incroyable de se dire qu'on peut être capable de dire je vais de toute façon faire quelque chose dans ton esprit face auquel tu vas te positionner, tu seras pour, tu seras contre, tu sais ce que tu veux, mais tu seras pas rapport à cette chose-là. C'est comme le mec qui a inventé le mot de Dieu. Vous pouvez dire je suis contre Dieu. Bah super, mais en disant ça, tu consacres l'existence du mot. T'es athée, mais tu as besoin de répéter que Dieu n'existe pas. Tu l'as nommé, c'est ce que je voulais. Donc pour moi, d'un point de vue charismatique, c'est l'ultime moment du charisme, c'est dire j'existe en toi. Enfin, je suis passé. Tu es devenu un porte-parole de qui je suis, involontairement. C'est assez incroyable. Mais ça me sidère, c'est très ennuyeux. Est-ce que tu identifies différents styles d'hommes avec grand H éloquents ? Ouais. Des gens, tu vois, parce que dans ma tête, tu vois, avant de te rencontrer, d'échanger avec toi, pour moi, l'éloquence, c'est Éric Dupond-Moretti qui vient à la barre avec des effets de manche incroyables, qui est assez terrorisant, qui fait peur aux gens autour de lui. Ça peut être un Vergès qui prononce très peu de mots, qui n'est pas très imposant physiquement, mais qui va avoir un sens de la formule assez acerbe. Ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui était mon mentor, qui, quand tu as dit en fait, le charisme et l'éloquence, c'est réussir à graver une phrase en toi, et en fait, quoi qu'il arrive, même si tu voudrais l'oublier, lui, c'était carrément son cas. C'est l'art. Alors, je ne sais pas si tu utilises cet anglicisme affreux de punchline, mais c'est le fait de pouvoir résumer une pensée extrêmement complexe, extrêmement juste, en une seule et unique phrase. Pour moi, ça me reste complètement en moi. Tu vois, c'est l'aphorisme, c'est le génie d'un aphorisme. Exactement. Alors, j'avais pas la formule, ça s'appelle de l'aphorisme, ok. Très clair. Pas dire punchline. Mais est-ce que du coup, tu identifies différents styles, et est-ce que tu les nommes, ces styles-là ? Ouais, il y a 2 plus 3. Il y a une grille verticale, si je fais simple, homme-femme, historiquement. Aux hommes, la tribune, aux femmes, la conversation. Et dans le style oratoire, ça explique beaucoup de choses. Les hommes, à tort, enfin, on voit un cours d'éloquence, considèrent qu'un bon orateur, ça se tient très droit, ça fait des grands mouvements, ça fait du bruit, ça tape sur la poitrine comme un gorille argenté, et en gros ça gagne parce que ça émet une puissance vocale supérieure.
ce qui est complètement stupide. Mais tu parlais de Vergès, on n'imagine pas Vergès beugler sur une table, ça n'aurait pas de sens. Et l'art féminin qui était moins économe en mots, c'est-à-dire beaucoup plus de mots, une variété de vocabulaire infiniment supérieure, mais qui sont les fameux salons du 18e, voilà, où se dit l'intelligence française, si elle a existé à un endroit, c'est pas sur les trois types qui sont à la tribune en train de hurler. La tribune n'est jamais que la consécration de tout ce qui a été pensé et énoncé et pratiqué, y compris les traits d'esprit, qui étaient quand même meurtriers aussi à l'époque. La Rochefoucauld, les maximes de la Rochefoucauld, c'est sublime, et qui étaient pratiqués dans les salons. Et donc il y avait vraiment deux moments de cette prise de parole, deux styles. Est-ce qu'on est du côté de la conversation, et c'est un style oratoire particulier, où je parle à ma salle, ou est-ce qu'on est du côté du tribun, je commande à ma salle. Donc ça, pour moi, c'est une grille verticale, homme-femme, qui est évidemment un flou qui peut se discuter, mais qui est assez simple. Et ensuite, il y a les types d'orateurs, très simplement. Moi, quand j'en croise un, je me dis, on a tous un peu des trois en nous, mais il y a quand même une dominante. On avait écrit ça avec un copain quand on était en prépa. On s'est dit, il y a le curé d'abord. Le curé, c'est le spécialiste du 1 contre 1. Il est dans un rapport d'intimité avec vous, il est face à face. Ça peut être, c'est vraiment votre confesseur ou votre psy, peu importe, mais c'est quelqu'un qui est face à vous et qui est le parfait débatteur. Il se fiche complètement de la salle. Il est là pour vous ou contre vous. Et qu'il vous épaule ou qu'il vous flingue, il est face à face. Donc ça, c'est le numéro 1, c'est le curé. Il y a le numéro 2 qui pour moi est le bâtard de la bande. C'est, je dis ça beaucoup de respect pour les enseignants, c'est le prof. Il n'est pas face à une grande foule, il n'est pas face à un ou un contre un. Donc lui, il a un groupe à gérer. C'est la situation quotidienne aussi du manager. Et c'est très difficile en fait. C'est pour ça que je dis bâtard, c'est pas méchant, mais c'est très difficile. Il a 30, 50, 100 personnes. Assez pour pouvoir saisir les regards de chacun, mais trop peu pour être intime et encore trop par contre pour être dans un vrai tribun qui ne connaît pas sa salle et qui la sent. Et donc lui, il faut qu'il soit un peu débatteur et un peu tribun. Puis le troisième, c'est le tribun. Le tribun, il parle pas à une salle, il parle à une masse. Il massifie son groupe. D'ailleurs, on dit souvent, enfin moi quand j'ai commencé, on disait, tu vas voir, tu sens ta salle. Moi je disais, on ne sent pas une salle, ou alors c'est qu'il y a un problème hygiénique, mais en fait si, je ne la vois pas, parce que quand on a des spots plein les visages, et moi je l'ai compris à ma finale à Sciences Po, c'était le prix Philippe Seguin, j'avais des spots plein les yeux, et je comprenais, et je voyais rien du tout, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave, mon oreille du coup a commencé à me dire, ça rigole, ça bruisse, ça gigote, et en fait on sent, on écoute sa salle, et on la regarde pas. Parce que, regarde, ça ne veut rien dire déjà, sa salle, quand il y a 2500 personnes, ou 10 000, je ne sais pas ce que je regarde moi. Donc, c'était les trois types. Et je me dis, en fait, les deux principaux, c'est est-ce qu'on est plutôt un contre un, ou est-ce qu'on aime plutôt le groupe, la foule, se nourrir de la salle. Et on a pour moi toujours une majeure. Macron est plutôt un débatteur, Le Pen, Marine ou Jean-Marie sont plutôt des tribuns. C'est pas qu'ils sont à bon dans l'autre, mais on sent qu'il y a quelque chose qui leur fait plus plaisir, et où naturellement ils s'épanouissent. Et voilà, ça c'est ma grosse dichotomie. Est-ce qu'on est plus conversation, si je prends mes trucs, conversation ou tribun? Est-ce qu'on aime la finesse du langage ou est-ce qu'on aime les charges? Et ensuite, est-ce qu'on aime le 1 contre 1 ou est-ce qu'on aime le groupe? Et avec mes deux, ça me fait une catégorisation très simple, mais rapide des personnes que j'ai en face de moi. Et de vers où les développer surtout. J'ai une question, alors moi j'y connais rien, j'ai jamais travaillé là-dessus, j'ai jamais fait lu de livres scientifiques sur le sujet ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression en t'écoutant, et peut-être que je me trompe, qu'en réalité il y a beaucoup d'opposition ou de combat dans l'éloquence. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu travailles avec des clients qui viennent te voir et que tu dises, moi mon objectif c'est pas de battre les gens, mon objectif, comme pourrait l'être par exemple le tribun, mais du coup soit en face à face, soit avec un petit groupe, c'est de les emmener avec moi. Ouais. Ça, c'est des choses que tu rencontres. Très souvent. Alors, les deux trucs qu'on me demande le plus, effectivement, c'est la communication d'engagement ou de la communication, ça c'est quand même le plus majoritaire, et surtout moi c'est ma spécialité, ce que j'écris, mais où on craint l'affrontement. C'est partie prenante hostile, c'est de la mauvaise foi, etc. Sur l'engagement, en fait, même sur ça, il y a un combat, en fait. Enfin, moi, après, ça c'est un point de vue très hérité de mes années d'études ou de ma pensée. C'est je ne conçois pas qu'une chose ne crée pas immédiatement sa force contraire. L'engagement, ça suppose derrière la peur d'échouer. Le fait de travailler en groupe, c'est la peur d'être isolé fondu dans la masse. Et quand on doit engager des gens, il y a des gens qui, si je fais très méchant, il y a des gens qui sont plutôt naturellement partants pour le changement, qui considèrent que le changement est une chose heureuse. Il y a quelques-uns qui sont des anti, et il y a une majorité quand même, qui n'a juste pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Et donc eux, en fait, il faut pour moi non seulement les convaincre,
ça c'est positif, mais par avance venir déminer, c'est là que se joue l'affrontement, si j'ose dire, déminer les peurs qui vont émerger ensuite, les discussions de couloir, ce que les 3-4 méchants de la salle vont commencer à dire, oui mais tu sais la dernière fois dans la boîte d'avant, etc., etc. Donc à la fois je suis très motivé pour aller vers là où je veux aller, mais en même temps, peut-être par excès de prudence, je préfère déjà m'attaquer tout de suite à ce que je crains être le futur opposant. Et je sais que j'écoutais des interviews récemment d'entrepreneurs américains qui disaient c'est très français ça d'avoir cette pensée un peu négative, etc. Mais il y a un truc qui m'avait beaucoup marqué quand je faisais de la philo. Je crois que c'est Jean-Sébastien Bailly, celui qui fait le serment du jeu de paume, et qui dit, qui est scientifique, et qui dit il y a 2 ordres pour expliquer quelque chose à quelqu'un. L'ordre de la découverte, ce que vous avez vu en cours, le théorème, il est parfait, tout est propre, ça tombe en 3 secondes. Ah mais c'est simple. Et il dit mais il y a ce que nous on a vécu pour le découvrir. Ce qu'on appelle l'ordre non pas de découverte mais d'exposition. Et il dit il faut faire revivre aux gens pour qu'ils comprennent toutes les hésitations, toutes les peurs, tous les foirés que vous avez eus. Si vous ne leur expliquez pas ce chemin-là, des erreurs et des doutes et des échecs, ils vont le faire mais sans le savoir, ils vont se planter. Parce qu'ils vont se poser les questions que vous êtes posées comme patron de oui mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un retournement du marché, qu'est-ce qui se passe s'il y a l'inflation, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils vont se les poser ces questions. Et donc dans le doute, faites-leur le chemin, dites-leur oui je sais, vous pensez sûrement, ou j'en sais ici qui, vu leur spécialité, se disent oui mais si on est là-dessus, en cas de fusion, on va être le département qui va prendre pas forcément, et voilà, je refais le chemin avec eux. Parce que soit ils vont le faire, et ils vont avoir envie de se poser des questions, ils vont peut-être pas oser poser la question, mais sauf que ça va bruisser en eux. Et moi j'ai toujours travaillé, et dès que j'ai pu diriger un peu mes équipes, c'était le cas au club, en disant on se dit tout. On peut ne pas, ou alors si je vous dis pas un truc, je vous dis juste je n'ai pas le droit de vous le dire, mais je ne vous cacherai jamais rien et on peut se parler franchement. Je ne peux pas dire que je commande pas, je suis pas votre patron, mais on se parle franchement, calmement. Et je vous dis la vérité. Oui, ça va faire mal, oui, ça va être compliqué, mais ça, oui aussi, ça va être génial. Et du coup, l'engagement est d'autant plus efficace qu'on sait qu'on cache rien sur le bas-côté. Et est-ce que tu aides des avocats ? Est-ce qu'il y a des avocats qui viennent te chercher justement pour être formés à la prise de parole, pour devenir des orateurs ou de meilleurs orateurs qu'ils sont, que ce soit des avocats conseils ou des avocats plaidants ? Il y a eu, que ce soit d'ailleurs de beaux cabinets, que ce soit plutôt des collaborateurs qui commencent à passer conseil ou évidemment des associés, pour 2 types de demandes. La première, c'était pour être plus visible dans des instances ordinales ou quasi ordinales, en tout cas voilà, auprès de leurs pairs, et en se rendant compte qu'ils avaient acquis une légitimité technique ou de compétences, mais qu'ils manquaient parfois de surtout pour les avocats effectivement qui plaident peu, qui manquaient de ce sens de la prise de parole en public où ils se disaient zut, il y a un ancien secrétaire, ou zut, machin, moi je ne pourrais jamais, je n'ai pas la légitimité ou la facilité et si j'y vais, je vais arriver à faire mon discours, mais ça va être déjà un peu besogneux, et surtout je ne vais pas tenir derrière si c'est une prise de parole improvisée qui s'engage et que je suis pris à partie. Donc il y avait cette volonté-là de peser auprès de ses pairs. Et il y avait ensuite une deuxième demande qui est la plus courante, qui était je commence maintenant à me faire connaître, donc à aller dans la presse, pas mon sujet, ça à la rigueur il y a des communicants, il y a des media training, mais dans des grandes écoles, faire des conférences, d'aller à des événements, que ce soit, je sais pas, à BPI, que ce soit dans telle ou telle entreprise. Et là, il me dit je suis frontière entre business, parce que je suis quand même développement de clientèle, et en même temps, je ne viens pas à Sciences Po devant des gens de 21 ans en espérant signer 3 trucs en sortant. Mais c'est une vidéo qui va rester, ou en tout cas, mais c'est un enjeu parce que c'est tel master qui compte pour nous, où il y a tel et tel, etc. Et c'est des prises de parole auxquelles ils sont, enfin pour ceux qui viennent me voir, pas du tout habitués. Où par exemple, je leur dis mais il va falloir parler de vous, beaucoup. Vous venez par exemple à Sciences Po, moi l'école que j'ai fait, on aime beaucoup à Sciences Po comprendre comme ce que tu fais avec moi, voilà. Le parcours, j'ai besoin de savoir par où vous êtes passé, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous êtes resté 3 ans aux États-Unis, pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes passé dans le public, et il va falloir vous livrer, et ça c'est un truc qui est assez délicat, en même temps passionnant, mais c'est pour ces choses-là, voilà, qui sont très non liées à leur business, à leur core business, être connu des pairs ou être connu dans un environnement extérieur. Mais tu les suis dans la durée ou c'est quelque chose que tu fais à un trait de temps donné ? C'est par exemple pour une intervention à Sciences Po, 2 ou 3 semaines avant, du coup tu vas les coacher ou tu vas les former, ou est-ce que tu as des clients qui viennent te voir parce qu'ils aiment ta confrontation, parce qu'ils aiment tes idées, parce qu'ils aiment le fait que tu puisses les bousculer un petit peu par rapport à ce qu'ils souhaitent faire, qui en réalité te font confiance et que tu suis depuis des années ? Il y a peu de clients que je suis année après année, pour une raison très simple, c'est que là pour le coup ça a été un vrai choix personnel, c'est de me dire j'ai le luxe de choisir mes clients, je vais aussi avoir le luxe de savoir avec qui je veux garder des liens qui par la force des choses déjà deviennent en partie extra-professionnels,
Et c'est des gens dont j'accepte et dont je prends plaisir à ce qu'ils m'appellent 1 heure avant une intervention, dont ils m'ont pas parlé avant, mais dans 1 heure je parle, je vais dire ça. Voilà. Et là, on a une discussion qui se fait, qui est professionnelle, mais qui est en mode de l'urgence, et où je me dis, j'autorise, où j'ai envie, avec eux, de prendre ces 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, complètement imprévu dans l'agenda. Mais voilà, j'ai besoin de garder ce lien-là d'urgence, parce que c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. Mais la plupart des clients déjà viennent pour un besoin ponctuel, et puis après surtout ils sont formés, donc heureusement ils n'ont plus besoin de moi. Mais quand il y a des demandes de rester en lien ou de travailler encore, soit il y a une vraie mission cadrée, etc. Mais les petits liens, etc. Je trouve que je ne le fais qu'avec des gens avec qui j'ai une vraie affinité. Parce que au fond je suis meilleur à terme avec les gens avec qui je peux dire voilà moi aussi qui je suis. Je me montre déjà un peu en formation, j'assume plein de trucs. Je raconte ma finale, je raconte le fait que j'ai aimé l'éloquence le jour de ma finale. J'en avais parlé, j'ai eu un sujet sur la mort et moi j'étais en train de perdre mon père et j'ai compris ce jour-là en écrivant le discours que ok, l'éloquence c'est pas faire des blagues et faire le beau et faire des machins, c'est pas des oiveries, c'est sérieux, c'est simple, c'est intelligent, ça doit être honnête. Et voilà, ça je leur dis tout de suite, il y a plein de trucs de ma vie que je leur raconte, mais voilà, on n'est jamais aussi bon que quand on veut partager vraiment un peu plus. Est-ce que tu aurais, pour finir ce podcast, des conseils pratiques que tu pourrais donner à nos auditeurs qui cherchent à s'améliorer sur ce pan de leurs compétences ? Il y en a 2 que je donne très souvent. Le premier, c'est de se connaître, d'aller chercher en tout cas les quelques points, les quelques domaines en soi auxquels on tient vraiment et d'y être solidement ancré, de pouvoir les défendre. Il n'y a rien de pire que de parler à quelqu'un qui, et Sciences Po aidant, j'en viens, je peux le dire, qui est fluide, mou, incertain, changeant. Voilà, ayez quelques trucs dont vous êtes convaincu, quelques passions, la poésie du 18e, je sais pas, la danse, la menuiserie, je m'en fiche. Des choses qui vous passionnent. Ce sont vos bunkers de réserve. C'est là qu'on va pratiquer pour moi son éloquence. Moi, c'était Paul Verlaine, c'était, je sais pas, philo, j'en sais rien, c'était des trucs auxquels je tenais vraiment. Pour dire du mal de mon entier, ça, je ne laissais pas dire du mal de ça. Et c'est comme ça que je repérais mes domaines de préférence. Et cela, faut les travailler parce que l'éloquence, c'est une technique, mais elle a besoin d'une matière. Et cette matière, c'est vous qui la fournissez. Et la deuxième chose, c'est oublier les exercices de parler fort dans le métro, jetez-vous dans chaque discussion pour vous lancer. C'est pas vrai, personne. Enfin, il y a 3 idiots qui parlent dans le métro, mais c'est quand même pas la méthode courante, sinon le métro serait vraiment invivable. C'est de trouver d'abord, moi je me suis d'abord entraîné auprès de mes très proches dans des dîners. C'est sur eux que, et je m'en excuse, c'est pour ça que souvent mes livres leur sont dédicacés. Le premier c'est mon grand-père, mon grand-père, mon père, ma mère et une très proche amie. C'est des gens qui m'ont le plus subi et que j'ai le plus emmerdé avec dire viens on discute de ça, viens je m'entraîne, parce que j'ai besoin d'acquérir de la confiance. Se lever, parler, tout ça c'est de la technique, ça vient vite. Le point essentiel pour moi c'est à quoi je crois. Point 1 et 2, est-ce que j'arrive à vraiment le tester, ce truc-là, et à le défendre en groupe sécurisé. Après, c'est pour moi en tout cas, c'est que la technique. Mon point de départ, moi qui étais grand timide et bec, c'était je crois ça et je ne laisserai pas dire le contraire. Voilà, c'était juste ça. J'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que c'est pas chiant les gens qui travaillent leur éloquence sans cesse ? Parce que tu vois, par exemple, si on était copains et qu'on allait faire plus de dîners comme ça, et que ton jeu, à chaque fois, c'était de me contredire, de me rentrer dedans, etc., je considérerais que t'es un pote chiant. Est-ce que c'est pas chiant, les gens qui sont trop éloquents ? Je me suis pris plein de fois pote chiant. Je me suis pris, de toute façon, si on sort ensemble, tu vas manipuler parce que les mots, etc. Oui, si on veut. Alors, déjà, je précise, si des gens qui écoutent ce podcast voulaient m'inviter innocemment à dîner, je ne le fais pas à chaque dîner. Je le fais, voilà, c'est un peu comme... Il y a des occasions et il y a des dîners où on sait on y va avec des gens qui aiment cette joute-là, qui aiment ce côté, un peu comme dans OSS 117, le premier, où voilà... Ils sont assis, puis ils se disent des phrases qui n'ont aucun sens, et puis à la fin, quand une femme change d'homme, elle change de coiffure, et puis etc. Enfin, bon, bref, ça n'a aucun sens, mais c'est très localisé. Ensuite, oui, ce qui est par contre très chiant, et ça c'est un truc qui m'énerve quand on me demande de le faire, c'est de former des gens qui sont des coquilles vides intellectuelles, soit parce qu'ils le sont, pas de bol pour eux, soit parce qu'on les astreint à l'être. Et on leur dit, toi, tu vas me parler de bienveillance et d'agilité et de transversalité. La personne ne comprend rien à ce que je demande de dire. On dit, je m'en fous tes cadres, tu vas le faire. Et c'est très dur de former des gens qui disent, mais moi, je ne sais pas ce qu'on me demande de dire, j'y crois pas. Donc, ils ne sont pas là. Ou de former, moi, ce qui m'arrive dans des partis politiques, où je sortais de la salle et je disais au patron, une personne qui m'avait embauché, je suis hyper embêté, j'ai formé vos gus, mais vos gus sont idéologiquement voilà, disons-le, des vers de terre, quoi. Ils n'ont aucune conviction politique. Aucune.
Ils croient que, je sais pas, l'ordre c'est bien, mais ils savent pas distinguer ordre d'autorité, de violence, etc. Ils disent que l'écologie c'est sympa, mais ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe au fond en dehors de Paris. Enfin bref, c'est pour ça que je vous dis des sujets sur lesquels on se connaît. Moi, je n'y connais rien sur 1 milliard de sujets. Je peux parler un peu par curiosité, mais on se tait. On se tait quand on sait. Enfin, on la ferme. Et c'est insupportable de vouloir être une espèce de. Ce qu'on demande à beaucoup de politiques, d'être des 4x4. Tu t'es tout terrain, quel que soit le sujet. J'ai un truc à dire. Eh ben non, moi je suis désolé, je n'ai rien à dire sur un énorme paquet de sujets. Et former des gens, ce qu'on vous demande en com, de faire des espèces de trucs sphériques. C'est-à-dire pas excellents, mais sans aspérité. Vous ne pouvez pas les prendre. Ce que disait un ancien ministre, il disait la connerie est sphérique. C'est une sphère parfaite mathématiquement. Vous ne pouvez jamais prendre prise sur un truc con ou sur un être con. Et c'est vrai, mais c'est désagréable. Avant, la com formait des bunkers, c'est la com d'avant, c'est-à-dire je n'ai que ça à dire, mon communiqué de presse et je me tais. Et maintenant, c'est très ennuyeux. Ça forme des gens sphériques. Et il y a un livre qui est le livre à lire de toute façon dans une vie, je crois que c'est De l'art de dire des conneries. Un prof qui s'appelle Frankfurt, un prof américain, qui dit tant que vous êtes dans un combat vrai-faux, celui qui dit la vérité sait que le menteur existe. Le menteur sait qu'il dit un mensonge, mais il s'en fiche. Ça c'est son intérêt. Et il dit maintenant, vous voyez émerger une espèce de truc au milieu, une espèce de bullshit qui nous dit ni le vrai ni le faux. C'est juste parfaitement con et sans intérêt. Mais du coup, vous n'avez pas d'opposé à ça. Quelqu'un qui vous dit moi je crois que la vie c'est d'abord un chemin vers soi-même. Je peux pas dire oui ou non, j'en sais rien, c'est juste con. Et les concours d'éloquence sont truffés. Je suis beaucoup sur les cours d'éloquence, c'est truffé de phrases où on discute entre jurys et quelqu'un dit elle était belle cette phrase où il a dit l'éclat de demain vient renforcer la conviction que chaque jour est un autre combat. Je dis mais on arrête 2 secondes la poésie de Néneux, ça veut dire quoi? Et en fait c'est des phrases et c'est comme on parle. Juste ça sonne bien à l'oreille. Quoi. Ça sonne bien, ouais, c'est une La allitération, il y a un chiasme, il y a une homéotélogie, il y a que sais-je encore, mais c'est parfaitement con. Et d'abord un discours c'est fait pour être compris. Et encore une fois, les plus beaux passages de la littérature française sont simples. Je sais pas, je suis devant cette femme comme un enfant devant le feu. Va, je ne te hais point. Je sais pas, je verrai des regards que vous croirez muets. Enfin, on comprend quoi. Le truc qui abyssalement romantico-gnangnan, symbolico, que sais-je. Et c'est ce qu'on déteste en éloquence, c'est-à-dire le bullshit en théorie. Et que la com, les EDL les éléments de langage ont beaucoup répandu, et que maintenant on a beaucoup comme ce langage, donc on dit c'est un langage vide, langue de bois quoi. C'est pas langue de bois, c'est langue de rien, je sais pas quoi faire. On peut pas bosser avec ça. Est-ce que les concours d'éloquence justement qui se démultiplient poussent pas vers ça? Il pousse à 2 excès en fait. L'excès numéro 1, c'est effectivement le goût de la belle phrase qui ne veut rien dire du tout. C'est vraiment du gâchis de mots. C'est faire injure aux mots que de faire ça. Et il y a le deuxième excès, c'est le pathos excessif. C'est-à-dire il faut que je fasse un peu pleurer dans les chaumières pour avoir le droit d'être écouté. Et c'est un peu la faute des orateurs et aussi la faute de l'époque, mais on n'a pas le droit de parler si on n'a pas vécu un truc. Je ne peux pas parler de quelque chose si je ne le suis pas, et je ne peux pas parler ou être critique d'une chose si je ne l'ai pas éprouvé. C'est intellectuellement d'une abyssale bêtise, parce que si on pouvait parler, bon, bref, c'est même pas à le démontrer, mais c'est très dur parce que du coup, être un orateur ou une oratrice nuancée, juste, simple, qui cherche pas à faire des effets de manche, qui cherche pas à faire rigoler, qui cherche pas en fait l'excès, qui cherche vraiment à vous convaincre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un travail de style énorme, etc. C'est pas le sujet, mais un peu avec intelligence, c'est de plus en plus rare. Et maintenant, on va dire, ah là, quel orateur génial, t'as vu, il envoie du lourd. Oui, enfin, il envoie du lourd. Moi, je vous balance un parpaing sur le point de vue de la figure, ça envoie du lourd, mais c'est pas pour autant que c'est intéressant. Et c'est, voilà, espèce de... tout à l'heure, tu me disais, ça peut être chiant. Ça peut être très chiant, mais quand c'est bien fait, on sait qu'il y a un énorme travail de réflexion et d'écriture derrière. Et moi, j'en vais toujours à la littérature, littéraire, quoi. Il y a des poèmes où on sent que ça a dû prendre un temps à écrire. Mais qu'est-ce que c'est simplement dit, et qu'est-ce que quand on le lit, en tout cas quand on a un émoi à 15 ans, on se dit c'est génial, cette phrase de Rimbaud, de Baudelaire, de Mallarmé, que sais-je, c'est exactement ce que je ressens. Et c'est ça qu'on veut, c'est exactement ça. On a tissé, l'espace d'un instant, d'un discours, un lien sincère, sérieux, crédible, auquel je peux me rattacher entre moi dans le public et toi qui me parles. Après, on retourne à nos vies. Mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est pareil pour la séduction, c'est pareil dans le business. Quand on est une équipe et qu'on croit à son projet, qu'on se dit, ok, il y a peut-être le monde entier qui peut s'effondrer, mais ça, on y croit et ça, on va le faire. C'est génial. Enfin, moi, je trouve que c'est la sensation d'adhésion, en fait. Un peu moche, le terme d'adhésif, mais d'intégration, d'avoir du commun. Enfin,
Je vois pas ce qu'il y a de plus intéressant, de plus agréable à faire qu'un discours que de me dire j'ai baissé, fermé les yeux, j'ai pas regardé mon portable et pendant 5 minutes j'ai écouté. Et que ce soit une musique, que ce soit quand on va regarder un spectacle de danse, il y a eu un moment suspendu. Et ça veut pas dire que derrière ça peut être un appel à la résistance, un appel au combat, un appel à foutre le feu, ce qu'on veut. Mais je me suis senti lié. Voilà, pour moi, c'est ce que je peux espérer de mieux, c'est ce que les concours d'éloquence, quand on dit malheureusement on veut du fun, on veut du drama, on veut du machin, pousse au show ce qui d'abord devrait être un résultat. C'est-à-dire est-ce que tu me crois et est-ce que tu m'écoutes et est-ce que tu vas faire ensuite, est-ce que tu me fais confiance. Le reste, je veux dire, ce n'est que littérature. Je suis désolé, je t'avais dit que c'est la dernière question. En fait, il y en a une qui est revenue en plus. Tu as énormément de connaissances littéraires. Tu es quelqu'un qui lit énormément, que ce soit de la littérature. Parce que je suis nul en maths, donc je pense sur ça. L'éloquence, elle évolue, non, avec le temps. Si on prend par exemple les gens qu'on considère éloquents au XXe siècle ou au XXIe siècle, est-ce que ce sont les mêmes ? Est-ce qu'ils ont le même style ? Est-ce qu'ils se comportent de la même manière ? Il y a une énorme évolution dans le formel entre l'éloquence. Mitterrand, si j'ose dire, même époque Malraux, entre ici, Chamboulin, etc. Et maintenant, il y a une énorme variation du format. Je ne suis pas encore au point où je m'inquiète que le format abîme trop le fond. Parfois, quand on a fait le grand oral sur France 2, on avait une difficulté, c'est qu'au début, la prod nous disait, il faudrait que les discours durent 35-40 secondes, 1 minute. Je leur disais, je ne peux pas installer un moment d'éloquence en 1 minute, c'est très très dur. Donc on avait négocié, finalement j'avais eu 2,30. Et déjà c'était court, mais on y arrive. Mais la forme, en fait, ce qui évolue, c'est la forme, c'est assez peu le mode de pensée. Le travail de fond, de réflexion à faire sur l'état du monde, sur ce qu'on pense de soi, sur ce qu'on pense de ce qu'on peut accomplir ou pas, est-ce que Dieu existe, enfin, tout ce qui vient vous hanter et qui, si tout va bien, vous hante normalement toute une vie, ça, normalement, qu'on parle comme Valmont, qu'on parle comme Obama, qu'on parle comme le parlait un général romain au IIIe siècle, essayant d'expliquer à sa légion que c'est lui le chef. Pour moi, ça varie assez. Je me trompais, mais ça me varie assez peu. La pensée, en fait, elle fait son travail, et de manière, pour moi, assez certaine, on pense pas très différemment. En tout cas, quand on bosse beaucoup l'éloquence, on pense pas très différemment d'il y a un siècle. On a les mêmes cadres de pensée, on a les mêmes concepts, il y en a plus ou moins, mais il n'y a pas de grandes évolutions conceptuelles majeures. On n'a pas créé une nouvelle opposition bien mal ou je sais pas, en théorie, en pratique au XXe. Enfin, au XXe, on a créé des trucs, mais voilà. Donc, pour moi, ça n'est que formel comme évolution, ce qui fait d'ailleurs plus facile à suivre. Mais quand je dis à mes élèves ou aux gens que je forme, parce que l'éloquence n'a grosso modo pas bougé quand même depuis sa création il y a 2500 ans. La forme, évidemment, mais la forme bouge tout le temps. La danse bouge tout le temps. La musique bouge tout le temps. Maintenant, les notes, a priori, vous avez toujours besoin d'une partition quelque part. Très clair. Guillaume, je te remercie pour le moment qu'on a passé ensemble. J'ai passé beaucoup, vraiment un bon moment. C'était un cours de même, très agréable. Je te souhaite le meilleur pour la suite et j'invite tous ceux qui voudraient découvrir l'éloquence ou en tout cas se perfectionner à aller acheter des bouquins. Merci beaucoup pour ce petit moment professionnel. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt!